nous avons aujourd'hui Bernard Jusserand qui travaille à l'Institut de nanosciences de Paris 6, CNRS, et qui est un spécialiste des vibrations de réseau dans les solides, en particulier les semi-conducteurs, et qui s'intéresse présentement aux effets des nanostructurations sur les propriétés de ces vibrations de phonons. Merci beaucoup, oui. Oui, donc sous le vocable un peu publicitaire de son et lumière, je vais essayer de vous présenter quelques idées qu'on a développées récemment pour la manipulation des phonons acoustiques dans des nanostructures et qui sont assez directement inspirées d'idées simples et bien connues dans le domaine des photons, et aussi la possibilité de combiner dans les mêmes nanostructures la structuration photonique ainsi qu'électronique pour modifier l'interaction électron-phonon et l'interaction photon-phonon dans ces nanostructures. Donc ce travail est le résultat d'une collaboration entre deux équipes de l'INSP, donc la mienne qui s'intéresse plutôt à la spectroscopie Raman dans ces matériaux, et l'équipe de Bernard Perrin et avec Agnès Huynh qui travaille plutôt sur des expériences pompe-sonde de génération cohérente de phonons. Donc nous avons une collaboration depuis très longtemps avec une équipe d'Argentine, l'équipe d'Alex Feinstein au Centro Atomico Bariloche, et tous les échantillons que nous avons étudiés sont fabriqués au LPM à Marcoussis par Aristide Lemaître. Et l'essentiel du travail que je vais vous montrer a fait le cadre de deux thèses qui sont en train de se terminer, de deux étudiants argentins qui sont en co-tutelle entre la France et l'Argentine. Donc, disons, le fil conducteur de l'exposé, c'est de passer des photons aux phonons acoustiques terahertz. Alors, je vais brièvement vous expliquer pourquoi c'est intéressant d'aller manipuler les phonons acoustiques terahertz dans les solides et en particulier les semi-conducteurs. Mais quand même, l'essentiel de mon exposé, ce sera plutôt la réponse à la seconde question, c'est-à-dire comment on peut faire. Et je vais vous montrer qu'il y a deux aspects importants. C'est l'utilisation de multicouches de semi-conducteurs, d'une part, et d'autre part, l'utilisation de la transduction optique pour aller sonder ces phonons. Donc, je vais commencer par des choses extrêmement simples. Je me suis trompé de bouton. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça a sauté. Bon, je remonte. Je suis parti dans le mauvais sens. Voilà, c'est celui-là. Donc voilà, on va partir de choses extrêmement simples, de comparaison de l'équation de propagation des ondes acoustiques et des photons dans les solides. Donc l'équation est parfaitement similaire, elle est formellement identique. On introduit deux paramètres qui sont la constante élastique et la densité du matériau. C'est exactement les mêmes propriétés. Bon, qu'est-ce qui est différent? C'est que la vitesse du son typique dans un solide, c'est de l'ordre de 5000 mètres par seconde, que les fréquences acoustiques qu'on peut étudier, par exemple la CGAS, c'est typiquement entre 0 et maximum une dizaine de terahertz. Donc ça, c'est des ordres de grandeur qui sont complètement différents de ce qui concerne les photons. Et les longueurs d'onde acoustiques qui vont nous intéresser sont de l'ordre d'une dizaine de nanomètres. Disons que l'objectif principal, qui est le symbolique, qui est le terahertz, ça correspond à une longueur d'onde de l'ordre de 5 nanomètres. Donc c'est un ordre de grandeur vraiment nettement différent de la longueur d'onde des photons visibles dans un solide. Alors qu'est-ce qu'il y a comme différences qui vont être importantes pour nous? La première différence fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de propagation dans le vide. Ça veut dire que la surface d'un solide, si elle est parfaitement spéculaire, est un miroir parfait. Donc, ce n'est pas du tout comme un photon où on va avoir du mal à avoir des fortes réflectivités à la surface d'un solide. Il y a un deuxième paramètre qui interviendra un petit peu à la fin de mon exposé, c'est que les phonons ont un temps de vie fini à cause de l'anharmonicité du réseau, et que ce temps de vie fini peut, dans certains cas, entrer en compétition avec les manipulations qu'on va faire de ces phonons dans les solides. Et que cet temps de vie fini a une très forte dépendance avec la température et avec la fréquence du phonon. Il y a aussi une autre caractéristique, c'est qu'il y a une forte population thermique dans les états de phonons qu'on va étudier à la température ambiante. Et alors, quel est le paramètre important qui va être l'équivalent de l'indice de réfraction pour les photons? Ce paramètre, c'est l'impédance acoustique.
l'impédance acoustique qui est le produit de la densité par la vitesse du son dans le matériau. Donc ce qu'on va essayer de chercher à faire, c'est de construire des systèmes avec des modulations d'impédance acoustique qui vont jouer le même rôle que la modulation de l'indice de réfraction pour la lumière. Alors, on va faire de la spectroscopie. Alors, la spectroscopie de phonons terahertz, c'est un autre domaine technique par rapport à la spectrie de photons, et c'est quelque chose de, a priori, beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qui rend la spectroscopie de photons visible facile? C'est la propagation dans l'air. On a l'échantillon, on a la source à un autre endroit, le détecteur, et tout se passe très bien. On dispose assez facilement de sources blanches, monochromatiques, on a des filtres, des détecteurs. Une caractéristique, une limitation, on peut dire d'une certaine manière, c'est qu'en général, on va mesurer l'intensité lumineuse. Donc, la plupart des mesures de spectroscopie classique vont être des mesures incohérentes. Alors, dans le cas des phonons, on a la grosse difficulté, c'est l'absence de propagation dans l'air, ce qui veut dire qu'on doit étudier des objets monolithiques qui vont comprendre à la fois le générateur, l'objet à étudier dans lequel les phonons vont se propager, et le détecteur. Donc c'est l'ensemble qui doit être réalisé de façon monolithique et avec des interfaces aussi parfaites que possible. Alors la méthode la plus classique pour les fonctions de génération et de détection, c'est la transduction électrique, c'est l'effet piézoélectrique qui permet d'aller jusqu'à, disons, 10 GHz au-delà avec pas mal d'efforts. Donc nous, on va s'intéresser à quelque chose d'autre qui est la transduction optique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des photons visibles pour générer des phonons. Et en fait, il n'y a pas d'interaction directe entre les photons et les phonons qui ont des fréquences très différentes, et leur interaction a lieu via la réponse électronique du milieu. Donc ça, c'est le mécanisme de base de tout ce qu'on va étudier. Alors, on va étudier deux types de techniques. On va utiliser deux types de techniques. La spectroscopie continue dans le domaine fréquentiel, c'est simplement la diffusion inélastique de la lumière, Raman ou Brillouin. Et puis, on a fait pas mal de choses ces derniers temps avec des expériences donc, dans le domaine temporel, et c'est la réflectivité transitoire résolue en temps. Et cette technique a un avantage supplémentaire, c'est qu'il s'agit d'une mesure cohérente. Donc, on mesure directement l'amplitude vibrationnelle en fonction du temps. Donc, la spectroscopie acoustique, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Disons que notre spécificité, c'est plutôt de la pousser vers le terahertz. Donc, il existe pas mal d'études qui sont faites dans le domaine ce qu'on appelle les cristaux phononiques, c'est-à-dire typiquement des ensembles de billes avec lesquels on construit à la main des cristaux qui ont des paramètres de l'ordre du millimètre. Et en utilisant des microphones comme générateurs ou comme détecteurs, on peut mesurer des propriétés de propagation acoustique dans des milieux très dispersifs. Typiquement, les billes d'acier qui sont noyées dans de l'eau ou plus couramment du plexiglas. Et si le premier plan est parfait, c'est ça qui va, c'est la qualité de la première couche d'empilement qui va dicter la qualité du cristal empilé au-dessus. Et ça, c'est une expérience typique. Donc, on envoie un pulse acoustique et on mesure le pulse qui est transmis. On voit qu'il est très fortement dispersé. Et si on prend la transformée de Fourier de cette évolution temporelle, on voit que le spectre se transforme. Ici, on a un spectre piqué vers le mégahertz et le spectre transmis présente un creux marqué autour du mégahertz qui correspond à une bande interdite acoustique de ce cristal. Donc, d'une certaine manière, ça, c'est des idées générales qu'on va utiliser, pas exactement, mais disons qui sont un peu un arrière-fond à ce qu'on fait, sauf qu'on va le faire dans le domaine du terahertz et avec des systèmes unidimensionnels. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au terahertz? Bon, c'est parce que dans les solides, le terahertz, c'est une énergie intéressante. Donc là, j'en ai profité pour rappeler quelques équivalences intéressantes. Donc typiquement, ça correspond à 4 milliélectronvolts, ça correspond aussi à 33 cm-1. Donc, je dirais que ce sont des énergies qui sont intéressantes, par exemple, pour le transport électronique. La mobilité des porteurs à l'ambiante, elle est principalement gouvernée par les phonons, des phonons de quelques milliélectronvolts. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut modifier la densité d'état de phonons pour avoir un effet sur le transport électronique? Il y a aussi un intérêt pour faire de la spectroscopie vibrationnelle directe,
Par exemple, dans des problèmes de localisation, il y a des questions assez ouvertes sur lesquelles la possibilité de concevoir des sources efficaces de phonons cohérents à des énergies de l'ordre du terahertz serait intéressante. Une question importante, c'est qu'il faut que ces sources puissent être monolithiques avec l'objet qu'on veut étudier. Et ça peut être sans doute la difficulté principale. Alors, l'intérêt aussi, c'est que la longueur d'onde étant de quelques nanomètres, on peut imaginer faire de l'imagerie d'objets enterrés avec des résolutions très élevées. Bon, c'est le sonar, mais avec un changement d'ordre de grandeur. Et puis finalement, un aspect sans doute aussi intéressant serait d'utiliser ces paquets d'ondes acoustiques pour moduler les propriétés optoélectroniques de semi-conducteurs. Bon, c'est des choses qui sont déjà faites avec les modulateurs acousto-optiques et la piézoélectricité. Bon, on peut envisager de passer à la, disons, à la gamme de vitesse de la picoseconde en utilisant ce genre de phénomène. Donc, comme je le disais au début, l'essentiel de mon exposé va être consacré à ces deux questions. Comment réaliser des sources, comment manipuler des phonons acoustiques à fréquence terahertz avec des multicouches et la transduction optique. Donc ça, je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire de rappeler ce qu'est un miroir métallique et un miroir de Bragg. Je vais, je pense, directement passer à la partie acoustique. Donc, l'ingrédient de base qu'on utilise, c'est le repliement des phonons acoustiques dans les super-réseaux. Ça, c'est quelque chose qui est étudié depuis 25 ans à peu près et qui est assez bien connu et qui est un petit peu la base de tout ce qu'on fait. Donc, on prend un matériau, on prend un empilement périodique de deux matériaux différents, caractérisés par leur densité, leur vitesse du son, leur épaisseur, et on considère un empilement infini, et on calcule par des méthodes classiques la dispersion des ondes acoustiques. Bon, donc on trouve une relation de dispersion de ce type, donc ça correspond à un repliement de l'onde acoustique dans l'approximation élastique. Donc on a un repliement avec une mini zone de Brillouin qui reflète la période de la structure, et à chaque repliement, on a des ouvertures de gap qui reflètent la modulation acoustique du matériau. Et en fait, ici apparaît justement le paramètre dont je parlais tout à l'heure, le paramètre de modulation epsilon, et ce paramètre reflète le contraste d'impédance acoustique. Alors, les deux matériaux classiques des semi-conducteurs qui sont GAS et ALAS, ce contraste d'impédance est de l'ordre de 18%, ce qui est une valeur tout à fait convenable. Bon, il y a plein de matériaux qui permettent de faire beaucoup mieux, mais je dirais que c'est un bon compromis entre la qualité des structures, la valeur de l'impédance de ce contraste et puis la possibilité d'utiliser les propriétés électroniques de ces matériaux qui sont très très bien contrôlés. Par un hasard numérique, le contraste d'indice de réfraction entre GAS et ALAS est aussi à peu près de la même valeur. Ça veut dire que typiquement, on va retrouver le même genre d'empilement dans les dispositifs acoustiques dont je vais parler que ce qu'on trouve dans les microcavités optiques. C'est-à-dire typiquement des empilements qui vont avoir 10, 15 paires de matériaux pour réaliser des réflectivités de l'ordre de 99% par miroir de Bragg. Donc, quelles sont quelques grandeurs caractéristiques? Bon, ben, d'abord la fréquence ici. Donc, la fréquence ici, elle est proportionnelle évidemment à V sur D, où V est une vitesse acoustique moyenne qui est définie par cette relation. Et les ouvertures de gap. On va regarder maintenant les ouvertures de gap. Alors, les ouvertures de gap suivent des variations régulières en fonction d'un paramètre qui est la composition, qui est je dirais le rapport d'épaisseur des deux matériaux corrigé par les vitesses du son. C'est équivalent en fait des longueurs optiques corrigées de l'indice. Mais ici, bon, on n'a pas le concept d'indice n'intervient pas naturellement parce qu'on n'a pas de vitesse de propagation dans un matériau de référence. Donc on traîne toujours des formules un peu plus compliquées avec des corrections de rapport de vitesse. Mais enfin bon, donc si on prend ce paramètre, on peut voir très simplement que tous les gaps suivent des variations très régulières avec ce paramètre. Le premier gap présente un maximum d'amplitude pour les épaisseurs égales, les épaisseurs effectives égales. Bon, ça correspond au miroir de Bragg optique classique, ce qu'on appelle lambda sur 4, lambda sur 4. C'est quelque chose qu'on ne va pas beaucoup utiliser dans la suite pour une raison technique liée au couplage optique. Donc ce qu'on va utiliser plutôt, c'est le second gap.
et le second gap présente un nœud pour les épaisseurs égales et des maximums pour 3/4 et 1/4. Et c'est surtout avec ce genre de paramètres qu'on va travailler. Pourquoi? C'est parce que ces modes-là sont repliés en centre de zone par la modulation. Et donc, c'est ceux qui vont être assez facilement couplés avec la lumière, tandis que ceux-ci ne sont pas couplés avec la lumière. Donc, tout ce qui suit, pratiquement tout ce que je vais vous montrer a été réalisé au voisinage de ces modes, au voisinage de cet anticroisement, et avec des échantillons qui maximisent ce second gap, c'est-à-dire qui sont en général avec des rapports d'épaisseur effective des deux matériaux de l'ordre de 3 et 1. Alors, ce qu'on peut voir aussi dans cette formule, c'est que n'intervient pas l'ordre de repliement. Ici, il n'y a pas de P en facteur. Ça veut dire que tous les gaps ont une amplitude à peu près constante. Bon, ça traduit simplement le fait qu'on a un profil en créneau dans la structure. Alors maintenant, on en arrive à l'objet qui va nous intéresser le plus, qui est ce qu'on a appelé la nanocavité acoustique. C'est l'idée d'introduire un défaut unique dans une telle structure. Et ce défaut unique, par exemple, on peut le prendre d'une épaisseur 3 lambda sur 2. Alors là, j'utilise la notation que j'ai un peu de façon allusive introduite tout à l'heure pour l'optique. Donc ça, ce sont des couches 3 lambda sur 2 pour les phonons acoustiques. De même que le miroir est formé, comme je vous le disais, de 3 lambda sur 4 et 1 lambda sur 4 pour un LAS. Donc avec ça, il apparaît dans cette structure un mode dans chaque matériau, dans chaque gap, et ce mode suit une variation régulière également en fonction du rapport du X effectif. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va travailler principalement dans cette zone. Donc, dans cette zone, on va avoir un gap maximum et on va avoir un mode localisé qui est au centre du gap. Donc, on est dans une situation assez favorable. On a a priori le mode qui est le plus localisé pour étudier. Et ça correspond au déplacement associé à ce mode. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ce déplacement, il se caractérise évidemment par le fait qu'il est confiné au centre, c'est comme ça qu'on l'a construit, que la décroissance n'est pas très rapide, ça vient du fait que l'impédance acoustique n'est pas très contrastée dans nos matériaux. Il se traduit aussi par le fait qu'il y a un nœud dans le déplacement. On l'a choisi comme ça parce que ce qui nous intéresse, c'est le couplage avec la lumière via la déformation, via le potentiel de déformation. Donc on cherche les modes qui ont une déformation maximum au centre de la cavité. Alors ces modes, on les a observés, je reviendrai plus loin comment on a fait, mais je dirais que juste pour vous montrer ici, par anticipation, un résultat expérimental. Donc c'est une courbe de transmission acoustique, comme on peut en faire très facilement dans le cadre de l'optique. Et on voit ici le miroir, c'est-à-dire où cette couche-là ne fait pas 3 lambda sur 2, mais 3 lambda sur 4. On voit l'ouverture de bandes interdites. Ça, ce sont des mesures, ce sont des expériences de transmission. Là, on avait choisi 100 GHz pour être bien compatible avec les générateurs et les détecteurs qu'on utilise. Et on voit que si on modifie une couche dans l'empilement, on voit apparaître un mode de cavité qui est bien centré au centre, comme il a été prévu ici, et qui est décalé par rapport au centre dans les deux autres gaps, de façon d'ailleurs opposée à ce dessin, parce qu'en fait cette structure n'est pas 3 lambda sur 2, mais 1 lambda sur 2, ce qui donne également des modes de cavité, mais qui change légèrement la position des pics. Donc ça veut dire qu'on sait très bien contrôler dans la gamme sub-terahertz les modes de cavité dans des structures GAS à LAS qui sont à ces échelles-là totalement parfaites, qui ont des interfaces, disons, parfaites. On verra à la fin quelles sont les limitations de ce point de vue. Donc, la mesure que je viens de vous montrer, comment on l'a obtenue? On l'a obtenue par transmission acoustique. Donc, c'est une manip dans le principe extrêmement simple. On prend un échantillon, donc la cavité est ici, déposée sur un substrat GAS, polydouble face, et avec un parallélisme le plus parfait possible. Et puis, on dépose des transducteurs en aluminium, 30 nanomètres d'aluminium aux deux bouts, qui vont servir à générer et à détecter les phonons. Et on envoie une impulsion laser très courte qui va générer une déformation instantanée dans l'aluminium. Alors, il y a différents mécanismes. C'est pas
parfaitement bien compris. Donc, dans le cas des métaux, c'est plutôt des mécanismes thermiques. On considère plutôt une dilatation instantanée. Dans le cas des semi-conducteurs, il y a d'autres mécanismes possibles, de type déformation du nuage électronique. Enfin, je pense que c'est un domaine encore assez confus, à mon avis, mais de toute façon, quel que soit le mécanisme, le spectre de fréquences qui est généré est à peu près le même. Donc, on génère un paquet d'ondes large spectre. La largeur du spectre est liée à l'épaisseur de la couche d'aluminium, en fait plutôt à la profondeur de pénétration de la lumière, et on a choisi à peu près la même. Et de l'autre côté, il y a transmission à travers la cavité, donc il y a dispersion dans le temps de ce paquet d'ondes, et il y a détection dans un autre film d'aluminium. Alors, des mécanismes de détection, il y en a également deux. Il y a un mécanisme de type modification de l'indice de réfraction de l'aluminium par la déformation locale, et il y a aussi un mécanisme de type interférentiel lié au déplacement des interfaces, qui n'intervient que dans la partie imaginaire de la réflexion, c'est-à-dire qu'il n'est détectable qu'en interférométrie. Donc ça, c'est le principe de la mesure. Donc comme je disais tout à l'heure, tout ce que nous faisons est basé sur la médiation par les électrons de l'interaction entre les photons et les phonons. Et finalement, ce que nous faisons dans le cas, ça c'est, je dirais, la technique d'acoustique picoseconde qui a été introduite dans les années 80 et qui est devenue maintenant un classique, tout est basé sur l'idée qu'on fait une perturbation électronique localisée dans l'espace et dans le temps, qui permet de générer des hautes fréquences dans les systèmes. Donc, j'ai essayé de faire quelques simulations pour faire un peu comprendre ce que ça signifiait dans le cas d'un système très dispersif. Donc là, j'ai pris comme j'ai montré tout à l'heure, j'ai pris une cavité acoustique et j'ai imaginé qu'on envoyait un paquet d'ondes gaussien centré sur le mode de cavité à 100 GHz, mais suffisamment large pour que la structure soit très dispersive dans cette gamme d'énergie. Et donc, j'envoie ce paquet d'ondes gaussien qui vient du substrat et on va le voir arriver dans la multicouche. Donc, normalement, il devrait avancer. Tout à l'heure, il avançait. Bon. Voilà, donc on le voit arriver dans la multicouche et il se passe des choses horriblement compliquées, parce que le système est très dispersif, donc à l'œil, on ne voit rien. Et en fait, qu'est-ce qu'on va mesurer? Eh bien, on va mesurer le déplacement de surface. Simplement, on va supposer que la couche d'aluminium est une manière de mesurer le déplacement de surface et qu'elle a le bon goût de ne pas le modifier par sa présence. Donc, le déplacement de surface, en fonction du temps, c'est ça. Et comme on n'a pas tellement l'habitude, le cerveau n'est pas câblé pour analyser les phénomènes temporels, on va passer en fréquence, mais oui. Est-ce que je peux vous poser une question naïve? Est-ce qu'il y a une émission stimulée de phonons? Ça existe, ça? Autrement dit, vous avez un premier laser qui excite une première fois. Est-ce que si vous retirez, il y a déjà des phonons de la fréquence considérée? Est-ce que c'est des besoins avec tous ces phonons? Oui, tout à fait. Bon, on pourrait envisager de l'amplification. Oui, par la présence. Oui. Ça existe? Non, ça ne s'observe pas. Bon, c'est pas quelque... Bon, c'est quelque chose qui est fortement cherché, mais pour le moment... Pardon? Le Sazer, oui, c'est ça. Oui. C'est quelque chose qui est fortement cherché, mais dans ce cas-là, je pense que les amplitudes générées sont beaucoup trop faibles pour qu'on puisse vraiment être dans cette situation. Parce qu'en fait, on essaye de le faire, en fait, on n'essaye pas encore vraiment, mais on commence à y penser en plaçant les objets dans des cavités acoustiques de manière à renforcer beaucoup le champ acoustique. Là, je pense qu'il est beaucoup trop faible. Là, on a typiquement des déformations de l'ordre de 10-4, 10-5, et donc je pense qu'on n'est pas dans cette gamme, a priori. Donc, le signal qu'on mesure, on peut prendre sa transformée de Fourier. Bon, j'ai dit que c'était un signal cohérent, donc a priori, on a dans la transformée de Fourier une amplitude et une phase. Donc la phase va donner des informations sur le temps de transit aux différentes fréquences de la structure. C'est quelque chose qu'on peut un peu regarder. Nous, on s'est plutôt finalement intéressé à l'aspect spectroscopique, c'est-à-dire à l'amplitude. Et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure.
je vous ai montré tout à l'heure le cas d'un miroir et d'une cavité où on voyait l'apparition de modes de cavités et de modes qui ont une largeur de l'ordre de 0,4 GHz dans ce cas. Donc ça fait à peu près une finesse de 2 à 300 pour ces modes de cavité. Et ça, c'est la simulation qu'on peut faire avec cette structure. Donc on voit que ça correspond très bien. En fait, ce qui nous pose le plus de difficultés, c'est l'amplitude lentement variable qui est ici, qui en fait reflète le spectre, le spectre du signal qu'on envoie sur la nanostructure. Et ça, c'est pas simple, puisque ça reflète le spectre généré dans l'aluminium, plus la propagation non linéaire dans GAS. Donc, c'est a priori pas extrêmement simple à moduler, mais comme ça a une contribution assez lentement variable par rapport aux structures qui nous intéressent, finalement, c'est le spectre d'une lampe qui n'est pas très important pour nous. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas, où là, on va prendre une simulation où on envoie un paquet d'ondes qui a une largeur un peu plus grande que le mode de cavité, mais qui est clairement à l'intérieur de la bande d'arrêt. Alors dans ce cas-là, voilà. Donc dans ce cas-là, on voit arriver le paquet d'ondes qui est plus large temporellement, évidemment, et on va voir qu'il y a un chargement de la structure sur le mode de cavité, et ensuite on voit que le mode de cavité se vide lentement. Ça reflète très clairement le confinement du mode acoustique à l'intérieur de la cavité et son temps d'échappement à travers les miroirs. Et c'est exactement ce qu'on peut déduire des expériences. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait utiliser la variation temporelle. Alors nous, ce qu'on a plutôt l'habitude de faire, c'est de faire des transformées de Fourier glissantes sur des petites fenêtres temporelles, ce qui nous permet de voir l'évolution du spectre qui arrive sur le détecteur en fonction du temps. Et on a ici une cartographie, et on voit très nettement qu'au-delà de 0,5 nanosecondes, il reste principalement des structures fines qui sont associées au pic de cavité. Ça veut dire qu'on voit l'énergie de déformation à l'intérieur de la cavité qui sort lentement à ces fréquences-là, et on voit que c'est la fréquence qui correspond au mode le mieux confiné parce qu'il est au milieu du gap et qu'en plus ce gap est le plus grand, qui met le plus de temps à sortir et qui met typiquement 2 nanosecondes à sortir. Donc là, on a une observation directe du vidage de la cavité acoustique. Donc, maintenant, je vais passer donc à l'autre technique qui nous intéresse pour étudier ces structures et qui va aussi nous être importante pour comprendre la dernière partie de l'exposé où je vais parler de génération et de détection de phonons acoustiques dans une multicouche. Donc, spectroscopie Raman, c'est une méthode plutôt de caractérisation pour nous, qui est une sonde incohérente de la population de phonons à l'équilibre. Donc, typiquement, comme je vous le disais, on travaille au voisinage du premier repliement et on va faire de la spectroscopie dans 2 configurations. Une configuration classique, qui est la configuration de rétrodiffusion, c'est-à-dire on envoie le photon sur l'échantillon et on récupère le photon diffusé du même côté. Donc, on se couple avec des phonons qui ont typiquement 2 fois le photon de la lumière. Et une deuxième configuration qui est moins courante pour des raisons pratiques, où on récupère la lumière diffusée de l'autre côté de l'échantillon, et dans ce cas-là, on se couple essentiellement au centre de zone. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Donc ça, c'est un spectre Raman. Donc ce sont des fréquences qui sont décalées du laser par une énergie qui est de l'ordre d'une fraction de terahertz. Dans ce cas-là, on voit qu'en diffusion vers l'avant, le spectre est dominé par un pic qui correspond au centre de zone, donc qui traduit effectivement l'ouverture d'un gap acoustique, alors qu'en rétrodiffusion, on se couple avec un vecteur d'onde où il y a un doublé, et en fait ce doublé, avec les vecteurs d'onde typiques de la lumière visible et les périodes qu'on a, est suffisamment loin du gap pour qu'on puisse pratiquement considérer qu'il s'agit d'ondes planes. Et en fait, dans les spectres, on voit systématiquement la superposition des 2 signaux parce qu'on a des réflexions multiples de la lumière dans les structures. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a, avec la lumière,
dans deux configurations différentes, la possibilité de se coupler avec des phonons de centre de zone ou avec des phonons ayant un vecteur d'onde significativement loin du centre de zone, mais très petit par rapport à la zone de bris. Donc, je vais montrer un premier exemple de spectroscopie Raman où on a essayé d'obtenir une autre mesure, cette fois-ci fréquentielle, du temps d'échappement vers le substrat. Donc on a pris une série d'échantillons qui avaient des cavités identiques, en fait des miroirs de surface identiques, mais dont on a fait varier le nombre de miroirs, le nombre de paires qui les séparent du substrat. Donc en fait on a des cavités qui sont plus ou moins couplées à un continuum du substrat, et on va essayer de voir si on peut observer la variation du temps d'échappement. Et le temps d'échappement, dans ce cas, il varie de 20 picosecondes dans l'échantillon fortement couplé vers 1 nanoseconde dans l'échantillon faiblement couplé. Et si on peut le voir dans le domaine fréquentiel à travers la variation de la largeur de raie du spectre Raman. Et puis on avait aussi derrière la tête l'idée de regarder quelles étaient les limitations, c'est-à-dire de voir si, à ces hautes finesses, on commençait à voir les limitations dues au temps de vie intrinsèque des phonons acoustiques, qui sont des choses très très mal connues expérimentalement. Et puis, on n'y avait pas pensé, mais en fait on l'a vu, des effets liés aux fluctuations de position, de planéité des interfaces. Donc on a développé un système de spectroscopie Raman haute résolution qui combine un Fabry-Perot avec un spectro-Raman pour pouvoir atteindre ce genre de résolution qui ne sont pas standards en spectroscopie Raman. Et on a mesuré, voilà, typiquement des spectres Raman. Donc ça, ce sont des spectres d'une cavité, enfin plutôt d'une série de cavités qui ne sont différentes que par le nombre de paires dans le miroir arrière. Donc on voit un certain nombre de pics ici qui sont des contributions des miroirs, et une contribution ici qui est la contribution du mode acoustique de cavité, qui dans ce cas-là est à 1 THz, donc 33 cm-1, et dont on voit l'évolution de la largeur en fonction du nombre de paires, entre 0,5 cm-1 et 0,1 cm-1. Ça, c'est des points expérimentaux, et ça, c'est la résolution expérimentale. Donc, on voit clairement qu'on voit un effet, c'est-à-dire qu'on voit bien que le temps d'échappement évolue en fonction du nombre de paires, mais on voit aussi que la largeur de ce pic sature à une valeur de l'ordre de 0,1 cm-1, nettement supérieure à ce qu'on attend avec la finesse de la cavité. On était très content en fait de ce résultat parce que c'est un peu ce qu'on cherchait. On a tout de suite pensé que ça pouvait être lié à un temps de vie. Mesurer le temps de vie d'un phonon à 1 THz, ce n'est pas du tout quelque chose de facile. Donc on était très content. On a changé la température pour voir et bien, on a constaté que ça variait quasiment pas avec la température. Et en fait, je pense qu'on s'est assez rapidement convaincu qu'on se butait à un problème de largeur inhomogène. Et qu'en fait, ça correspond finalement à des interfaces qui sont déjà de très haute planéité. Parce qu'on se heurte à un problème, c'est qu'on travaille avec des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de 5 nanomètres. Donc, évidemment, faire un miroir lambda sur 500 avec 5 nanomètres, c'est extrêmement difficile. Et en fait, on peut à peu près expliquer cette valeur avec des fluctuations de l'ordre du dixième de monocouche dans les interfaces. Donc on pense que c'est très raisonnable et qu'on se heurte à ce problème. On a à peu près 10% de variation avec la température, donc on pense qu'il y a quand même un petit effet du temps de vie, mais je pense qu'il est assez difficile à interpréter. Donc on a quelques idées pour aller au-delà en changeant l'épaisseur des cavités, mais en fait on se heurte à un problème de fond, c'est qu'un miroir de Bragg est un miroir qui introduit une phase dans le système, et que cette phase va fluctuer avec les fluctuations des positions des interfaces dans le miroir. Et ça, c'est quelque chose dont il est extrêmement difficile d'empêcher. Donc pour le moment, on se heurte un peu à un obstacle dans cette idée. Donc, maintenant, j'en arrive à la dernière partie de mon exposé, qui concerne la transduction optique quasi monochromatique dans les multicouches. Parce que finalement, la première mesure que je vous ai montrée, on a pris la multicouche et on a mesuré ses propriétés passives en la mettant entre deux couches d'aluminium. Et en fait, les performances de l'ensemble étaient limitées par l'aluminium. L'aluminium va générer jusqu'à 0,1, 0,2 GHz, et c'est pour ça, 0,1, 0,2 THz, et c'est pour ça qu'on a pris une structure avec des épaisseurs
qui donnaient des structures intéressantes dans ces énergies-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire d'essayer de bâtir de nouvelles familles de transducteurs acousto-optiques qui sont basés sur les multicouches de semi-conducteurs. A priori, ils seront sans doute moins efficaces que l'aluminium, parce qu'ils sont moins absorbants, mais ils permettront de générer des fréquences particulières et surtout, ils vont permettre de passer de la source large bande à la source quasi monochromatique en manipulant la structure. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans le cas d'une couche mince d'aluminium, on a une perturbation électronique localisée et typiquement, si on a une épaisseur de 30 nanomètres ou une profondeur de pénétration de 30 nanomètres, ça donne typiquement une fréquence maximum de l'ordre de 0,16 THz, typiquement un paquet d'ondes qui fait quelques picosecondes de long. Donc ce qu'on va prendre ici, c'est un super réseau et on se situe dans une situation où on a une perturbation qui est localisée dans les couches de GAS. En fait, ALAS est un matériau qui a un beaucoup plus grand gap, donc qui est transparent. Et donc, en fait, on va imposer une perturbation électronique dans le système dans toutes les couches de GAS régulièrement espacées. Donc, ça veut dire qu'au lieu de faire une perturbation localisée, on a une perturbation périodique. Donc, naturellement, on va générer des vibrations de centre de zone, avec éventuellement un petit peu de variation Q liée au nombre fini de couches dans la structure. Mais essentiellement, on va générer des modes de centre de zone. Donc ça peut nous donner accès à la génération de modes repliés dans les super-réseaux. Dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on va faire? En quoi ces structures peuvent être intéressantes pour la détection des mêmes modes? Eh bien, pour la même raison, un mode acoustique qui va traverser cette structure et si on envoie ici un laser qui est plus ou moins résonnant avec les propriétés électroniques de l'un des deux matériaux, il va être sensible à la modulation de la susceptibilité uniquement dans les couches de ce matériau. Donc on va également être sensible à une modulation qui reflète la nouvelle périodicité de structure. Avec une complication supplémentaire, c'est qu'on a le temps de trajet, le temps d'aller-retour de la lumière entre les deux structures qui intervient. Ça veut dire qu'en fait, on va mesurer des propriétés correspondant à des vecteurs d'ondes finis, et des vecteurs d'ondes finis qui sont justement ceux dont j'ai parlé tout à l'heure en rétrodiffusion Raman. Ça veut dire qu'on va générer des modes acoustiques qui sont ceux qui sont actifs en Raman de centre de zone, et on va pouvoir détecter des modes qui sont ceux qui sont actifs en rétrodiffusion avec la même longueur d'onde. Donc il y a une différence de vecteurs d'onde entre les deux matériaux qui tient au mécanisme de détection qu'on utilise. Donc on va y aller pas à pas. On va commencer par regarder le générateur tout seul, le détecteur tout seul. Donc là, on prend la même structure, toujours la même ou similaire. On dépose de l'aluminium, mais cette fois-ci d'un seul côté. Donc on va générer avec une pompe ici, et on va utiliser l'aluminium comme détecteur large bande. Donc là, on s'intéresse à déterminer la fonction de génération dans la multicouche de semi-conducteurs. Alors voilà typiquement un spectre temporel qu'on obtient. Alors, j'ai gardé ici les échelles réelles. Donc ça se passe au voisinage de 75 nanosecondes. C'est le temps typique pour traverser tout le substrat de GAS. Ça veut dire qu'il faut attendre l'arrivée de l'autre côté de la structure d'un événement acoustique qui arrive typiquement 75 nanosecondes après avoir été généré de l'autre côté. Donc ça a un avantage, c'est qu'on est tout ce qui est pas acoustique, tout ce qui est électronique, non-linéarité a disparu depuis longtemps. C'est un peu une complication parce qu'en fait, comme on a un laser dont le taux de répétition est de 13 nanosecondes, il y a un modulo entre les deux, et ça veut dire qu'il y a pas mal de structures supplémentaires ici qui sont des échos acoustiques d'aller-retour multiples qui sont observés modulo le taux de répétition du laser. Donc il y a un certain nombre de parasites gênants, mais si on fait une transformation Fourier, si on filtre un petit peu, on arrive à obtenir un spectre qui est tout à fait clair et qui montre bien qu'on génère, la génération dans ce cas est monochromatique. Elle est quasi monochromatique et elle est dans ce cas centrée aux alentours de 0,2 THz,
qui est la fréquence caractéristique de la multicouche qu'on a utilisée. Alors, si on prend le même objet, mais on le retourne, c'est-à-dire que cette fois-ci, on génère dans la couche d'aluminium, donc on génère une lumière blanche qui va arriver sur l'autre structure, qu'est-ce qu'on va détecter? Eh bien, comme je vous disais, on détecte quelque chose qui est plus compliqué. On détecte quelque chose qui reflète les propriétés à vecteur d'onde fini de la nanostructure, qu'on a éclairé avec un spectre large. Donc on voit ici plus de pics et des pics qui sont déplacés. On voit même un pic à basse énergie qui est la fréquence qu'on appelle Brillouin, c'est-à-dire l'onde acoustique qu'on aurait si on utilisait simplement du GAS. Ici, elle est à fréquence nulle. Mais ici, on observe en fait l'apparition d'un... On observe ici le doublé que je vous avais montré en rétrodiffusion Raman. Donc ce sont deux pics de vecteurs d'onde finis autour du gap acoustique et on devine ici très faiblement une petite structure qui est en fait exactement à la même position que celle-ci. Ça correspond au bord de gap acoustique qui est visible sans doute parce qu'on a une structure de taille finie ou bien aussi parce qu'il peut y avoir des réflexions optiques à l'intérieur du matériau et que donc un photon rétrodiffusion peut se transformer en un photon de diffusion vers l'avant après une réflexion. De toute façon, ce qui est très clair, c'est que le même objet donne une fonction de génération et une fonction de détection qui se recouvrent très mal. Donc si on veut utiliser ces objets, il faut aller un peu plus loin pour les utiliser. Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est que là, on a déjà été un peu plus loin en fréquence, surtout dans ce cas-là. Et ici, on voit, en fait, ce spectre cette trace temporelle associée à ça est très trompeuse, parce qu'en fait, elle est dominée par le pic brillouin. En fait, l'oscillation qu'on voit à l'œil, elle est liée au paquet d'ondes brillouin qui arrive, et qui a une durée de l'ordre de la nanoseconde qui correspond en fait au temps de traversée du détecteur. Donc pour combiner les deux et donc s'astreindre complètement de l'aluminium, on a conçu une structure où on a déposé sur les deux faces opposées d'un même substrat polydouble face deux super réseaux identiques, nominalement identiques, l'un servant de générateur et l'autre servant de détecteur. Et pour s'accommoder du décalage en fréquence lié au vecteur d'onde de la lumière, on a, par prudence, fait croître d'un côté un échantillon dont les épaisseurs étaient continuellement variables, un biseau, de manière à ce qu'il y ait un point sur l'échantillon ou une ligne sur l'échantillon où on puisse avoir coïncidence des fréquences optimum de fonctionnement des deux côtés. Bon, c'est un peu laborieux comme travail, mais disons que l'idée, elle est là, c'est qu'on va générer dans le super réseau à ce point-là, et on va de l'autre côté choisir la fréquence moyenne qui est définie par la période, de manière à ce qu'on détecte à ce point qui correspond à celui-ci. Et quand on est dans ces conditions, on a effectivement un signal extrêmement intense, et on a une trace temporelle qui est extrêmement belle, qui est vraiment... il est possible de l'interpréter à l'œil. Alors, on va un peu suivre le temps qui passe à partir de 75 nanosecondes. Alors, en fait, ce qu'on va voir d'abord, c'est l'oscillation à 40 GHz, c'est-à-dire, en fait, l'oscillation Brillouin, qui est bien en dessous dans ces dessins, qui est quelque part ici. Et, en fait, on voit arriver l'onde Brillouin qui arrive ici, à proximité du détecteur. Et comme le laser pénètre un petit peu au-delà du super réseau, on commence à voir du signal à un temps qu'on va dire négatif par rapport au temps nominal d'arrivée ici. On voit un saut assez abrupt. Là, c'est le début de la détection de la fréquence Brillouin dans le super réseau. Et puis, un peu plus tard, on voit apparaître une fréquence beaucoup plus élevée. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage? C'est lié au fait que la courbe de dispersion n'est pas purement linéaire. C'est pas un phénomène, c'est pas une dispersion linéaire. On n'est plus dans l'approximation élastique à 400 GHz. Et on commence à voir sur une épaisseur de 360 microns un décalage significatif entre l'arrivée de la fréquence à 40 et à 400 GHz. On a typiquement une dispersion de l'ordre de 0,1%
de la vitesse du son entre ces deux fréquences, qui est très clairement vue dans cette expérience. Je pense que je suis... Alors, une des choses qui nous préoccupe maintenant, c'est d'essayer d'augmenter l'efficacité de transduction dans ces dispositifs semi-conducteurs. Alors, ce qu'on peut utiliser dans les semi-conducteurs, c'est des résonances électroniques. Jusqu'ici, on a placé le laser, je ne dirais pas n'importe comment, mais disons au voisinage du gap des semi-conducteurs. Donc, on peut essayer de travailler plus finement et, par exemple, on peut essayer de comparer les propriétés de transduction suivant que le laser est placé en résonance avec des niveaux quantiques qui sont confinés dans la cavité et des niveaux quantiques qui sont associés au miroir. Ça nécessite que la couche cavité soit plus épaisse et un gap suffisamment plus grand, mais c'est assez facile à réaliser. Et donc, ça, c'est des mesures de pompe-sonde qui ont été faites où on observe le spectre. Donc, ce spectre, c'est le produit de la génération et de la détection en fonction de la longueur d'onde. Ici, on est dans une région où on est au voisinage et au-dessus du gap des miroirs. Et ensuite, on descend et on est en dessous du gap du miroir. Ça veut dire que dans ce cas, on excite de façon sélective des états électroniques qui sont localisés dans la couche cavité. Et effectivement, le spectre de génération-détection est un spectre quasi monochromatique correspondant au mode acoustique de la cavité. Si vous voulez, ça veut dire que dans le premier cas, on a une génération périodique avec simplement un petit accident qui joue un rôle négligeable, alors que dans l'autre cas, qui est ici, on a une génération localisée, donc d'une certaine manière, on retrouve le pic très mince. Mais contrairement à la couche d'aluminium, dans ce cas, on combine à la fois le mode acoustique qui est confiné et le couplage avec la lumière qui est également confiné. Donc, on renforce un mode qui est un mode quasi monochromatique. Donc ça, c'est une piste. Une seconde piste, c'est de combiner avec des miroirs optiques. Donc, on a l'avantage que les longueurs d'onde acoustiques sont de quelques nanomètres, donc bien plus petites que les longueurs d'onde optiques. Donc, on peut très bien insérer tout un dispositif acoustique à l'intérieur d'une cavité photonique. Et on peut s'arranger pour que le ventre de déformation acoustique coïncide avec le ventre du champ de photon. Donc, dans ce cas-là, on renforce considérablement le couplage avec les photons. Et effectivement, on a commencé à faire des mesures. On est au bord de la bande, on est au bord de la stop band photonique. Donc là, on est dans les oscillations sur le bord de la stop band photonique. Et quand on entre à l'intérieur de la stop band photonique, on voit une augmentation significative de l'efficacité de couplage avec les phonons. Bon, là, dans cet échantillon, on a été limité par le fait que malheureusement, le super réseau qui constitue les miroirs a commencé à absorber et donc la microcavité n'était plus efficace. Donc c'est une autre piste, c'est d'essayer de combiner modulation acoustique et modulation photonique. Et je pense que je vais arriver à ma conclusion. Donc, on retrouve le mot Saser qui a été évoqué plus loin. Est-ce qu'il est possible d'aller vers l'amplification de phonons, l'émission stimulée de phonons? Donc, c'est des choses qui ont été faites il y a longtemps dans certains cristaux, en particulier dans le rubis, dans des conditions assez particulières. Je dirais que finalement, ce qui est intéressant dans le système que nous étudions, c'est qu'on dispose de miroirs contrôlables. La plupart des choses qui ont été faites jusqu'ici ont été faites dans des macrocristaux transparents, et en fait, l'oscillation laser avait lieu à l'intérieur, et il n'y avait aucune manière de la récupérer à l'extérieur. Donc, on faisait un Saser, mais qui n'était pas utilisable. Alors nous, on est plutôt à l'autre bout du chemin, c'est-à-dire qu'on sait faire des miroirs, mais on n'a pas encore vraiment mis le doigt sur le milieu amplificateur efficace. Donc on pense un peu à insérer des boîtes quantiques dans les cavités acoustiques. Ce n'est pas si facile que ça, parce que les fréquences des transitions entre niveaux dans les boîtes quantiques sont plutôt un peu trop élevées en énergie par rapport aux fréquences acoustiques. Bon, il y a pas mal de gens qui travaillent aussi sur des fréquences de saut entre puits quantiques. Enfin, il y a un certain nombre d'activités encore un peu dispersées et exploratoires sur ce sujet, mais bon, on y pense.
L'équipe de Bernard Perrin commence à déposer des verres sur ce genre de structure, parce que finalement, on peut partir du semi-conducteur, qu'on sait bien faire comme générateur et détecteur, et s'en servir comme substrat pour des matériaux à étudier. Donc ça, c'est une autre piste qu'on commence à regarder. Et puis, le rêve, ce serait d'essayer de confiner les phonons à trois dimensions. Pour essayer parce que pour le moment, on modifie la densité d'état dans une direction. Et on sait que les conséquences sont assez limitées. Donc on voudrait pouvoir confiner de façon tridimensionnelle. Donc là, on se heurte au problème de la longueur d'onde, de nouveau, qui est plutôt de l'ordre de 10 nanomètres. Donc l'idée, ça serait peut-être d'essayer de transposer le micropilier, c'est-à-dire on part d'un système bidimensionnel, on le grave pour obtenir un système unidimensionnel. Mais à 10 nanomètres, c'est assez difficile à faire. Donc l'idée serait peut-être de partir dans l'autre sens, c'est-à-dire de partir d'un nanophile, des choses qui actuellement sont fabriquées avec des épaisseurs de 10 nanomètres, et d'essayer de faire croître à l'intérieur une structure périodique ou modulée à l'intérieur d'un nanophile. Peut-être on pourrait aller avec ça vers le confinement tridimensionnel, mais enfin, rien n'est encore fait. Voilà. Merci. Je me souviens qu'il y a quelques années, dans ce même séminaire d'ailleurs, on avait eu la chance de recevoir Humphrey Maris et qui nous avait expliqué comment utiliser des phonons à ce genre de fréquence, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes, mais bon, pour le contrôle de l'épaisseur de dépôts isolants dans l'industrie de la fabrication des composants. Oui. Alors, vous-même, qui allez au-delà, si je comprends bien, parce que ce que vous faites est vraiment monochromatique, quelles sont vos idées d'utilisation de ces phonons monochromatiques donc? Bon, je dirais que c'est sûr qu'avec des fréquences plus élevées, on peut imaginer d'avoir des résolutions plus élevées, mais la difficulté pour les applications industrielles, c'est la longueur de propagation. Parce que plus les phonons montent en fréquence, plus la longueur de propagation décroît. Et donc, moi, j'ai pas mal de doutes que dans le domaine, disons, de la métrologie, on puisse aller très loin en fréquence, au-delà de ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire plutôt la dizaine de gigahertz ou la cinquantaine de gigahertz. Hein. Bon, il existe des dispositifs commerciaux qui sont utilisés pour mesurer en particulier l'adhésion. En fait, une des applications importantes, c'est de mesurer la réflectivité acoustique à une interface qui est très sensible à l'adhésion, au contact. Et bon, ça serait sans doute intéressant d'avoir une plus haute résolution, mais bon, j'ai un peu du mal à croire. Il faudrait refroidir les échantillons, ce qui me paraît relativement peu compatible avec une application industrielle. L'autre question, c'est tout ce qui concerne le milieu aqueux, parce qu'il y a effectivement bien beaucoup d'intérêt à utiliser ces techniques pour le milieu aqueux, mais on se retrouve avec la même difficulté qu'avec des profondeurs de pénétration de 100 nanomètres, on ne peut pas faire grand-chose d'utile avec ces structures. Donc je pense quand même que je pense que c'est plutôt, comment dire, je ne suis pas sûr que tout ce qui va faire appel à des propagations sur de longues distances va vraiment être très intéressant en dehors du laboratoire et de la basse température. Un peu négatif, mais bon. Les derniers. Ah bon? Non, là. Non, d'accord. Est-ce que il y a quelque chose de rapprocher aux études de localisation des ondes acoustiques qui ont été faites par Non, je peux te donner aucune réponse. C'est un projet qui devrait commencer cette année. Bon, disons que dans les verres, il existe effectivement quelque chose qui est vers 1 THz qui a suscité des débats très nombreux depuis très longtemps, et je ne suis pas du tout un expert de la question, et on pense qu'en envoyant dessus directement une vibration au voisinage du terahertz, ou une vibration même qu'on puisse varier, ça peut apporter de nouvelles réponses à cette question. Mais vraiment, puis c'est plutôt, je dirais, le sujet que suit Bernard Perrin dans le labo, qui a commencé une collaboration avec des collègues de Montpellier sur la question. Donc voilà. Une des difficultés, c'est de savoir si les silices, par exemple, qu'on peut déposer sur un semi-conducteur vont avoir les mêmes propriétés que ces mêmes matériaux dans d'autres conditions. On est quand même très lié
au caractère monolithique du système. Est-ce qu'il y a une diffusion phonon-phonon par l'intermédiaire de paires électron-trous du semi-conducteur? Je n'avais jamais pensé à ça. Je ne sais pas, franchement. Alors là, j'avoue que... Disons que... Non, je ne sais pas du tout. Je sais pas. Je vois pas bien... Oui, oui. Bon, disons qu'on est... Bon, oui. Bon, de toute façon, on est déjà dans une situation où, comme je disais tout à l'heure, les longueurs de pénétration, les libres parcours moyens à Internet sont très faibles, et c'est lié au fait de la très grande population de phonons du bain thermique. Hein. Donc actuellement, je dirais que dans les conditions où on est, le mécanisme dominant, c'est la diffusion du phonon étudié par le bain thermique. Hein. Donc c'est le mécanisme... Voilà. Donc bon, je ne sais pas si d'autres mécanismes peuvent, peuvent être mis en évidence. Je sais pas. C'est-à-dire... Ah oui, ça tout à fait, ça oui, mais ça c'est... Oui. Tout à fait, absolument, mais ça c'est le genre de choses qu'on a essayé de voir là en fait. Hein, on a essayé de passer du régime de diffusion au régime de fission, ou je sais pas, ou de Clemens, où il y a différentes terminologies, mais bon, on a été limité par ces problèmes de planéité d'interface. On est un petit peu, bon, on n'est plus aussi optimiste sur cette voie. Est-ce qu'il y a des possibilités aussi du côté des phonons optiques qui, eux, se coupent directement à la lumière pour bénéficier des effets du cavité, par exemple? Oui, il y a beaucoup de gens qui font des études de pompe-sonde sur les phonons optiques, mais je dirais que nous, une des caractéristiques ici, c'est quand même le miroir de Bragg. Je dirais que pour les phonons optiques, la problématique est très différente hein, de ce point de vue-là. Hein. Bon, on peut faire des miroirs, je veux dire, comment ça s'appelle, la Richtstrahlen est un miroir tout à fait naturel, donc on pourrait peut-être imaginer des choses de ce côté-là. Bon, j'avoue que je n'y ai pas du tout pensé. Bon, malgré tout, si je me souviens bien, Pardon? Oui. Il y a la vitesse, oui. La vitesse de groupe est nulle, certes. Mais bon, les phonons acoustiques de centre de zone, à cause du repliement, ils sont aussi relativement stationnaires. Hein, et c'est on le voit hein, expérimentalement, le fait qu'ils ont une vitesse, que ce sont des phonons lents. Mais bon, je pense que c'est pas comparable aux phonons optiques. Hein.